Alors, ce soir, nous recevons un historien qui ne laisse personne indifférent, ce n'est rien de le dire. Quelqu'un que nous n'avions pas revu depuis trop longtemps, mais ça va changer, et qui est évidemment chez lui, à Radio Courtoisie, où il a passé 22 années. Alors, si je vous dis que c'est un homme qui démonte les idées reçues avec fougue et avec méthode, qui bataille pour le rétablissement du duel, et qui parle viril, lui, monsieur, eh bien, vous aurez reconnu, j'espère, le formidable Bernard Lugan. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes un spécialiste reconnu de l'Afrique. Vous avez enseigné à Saint-Cyr et à l'école de guerre. Vous avez été aussi expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et puis, vous êtes imposé depuis des décennies comme une voix exceptionnelle dans le paysage historiographique français, mais aussi anglo-saxon. Et on aura peut-être l'occasion de parler de cette double carrière. Et dans votre dernier ouvrage, donc, Quand les Africains colonisaient l'Afrique, aux éditions du Rocher, eh bien, vous avancez une thèse qui, là encore, bouscule un peu les idées reçues. C'est que l'histoire du continent africain est d'abord une histoire de dynamiques internes, de conquête, de migration et de domination, mais entre Africains, bien avant l'arrivée des Européens. Et voilà, c'est de ça donc, dont nous allons parler aujourd'hui, mais comme toujours... Dans Restons Courtois, eh bien, nous allons aussi parler de vous, Bernard Lugan, votre vie, votre œuvre. Alors, vous êtes né au Maroc, et est-ce que cette enfance, justement, a un peu orienté votre domaine de recherche ? Est-ce que Oui, je suis d'une génération de coloniaux. Je suis la sixième génération, née en Afrique. Donc, ça compte. Et ma famille a bourlingué sur l'Afrique, sur l'Asie. J'ai toute une branche de ma famille qui était une branche plutôt asiatique et indo-chinoise, avec la conquête du Tonkin, le Vanuatu, parce que le Vanuatu a été découvert, rattaché à la France par un de mes grands-oncles, qui était un marin, qui s'appelait Lugan. La première capitale du Vanuatu, c'était Luganville, Port Vila. Et une autre branche de ma famille était en Chine. J'avais un grand-oncle qui a fait l'ouverture avec Pavie des pistes du Nord Tonkin et qui a fini comme consul de France à Nankin. Et toute une autre partie de ma famille qui était aux Afriques. Donc, j'ai un tropisme ultramarin. Ultramarin, oui. Et avec un très grand attachement au terroir d'origine français. D'accord. Car nous n'avons jamais, bien que nés en Afrique, nous avons toujours gardé nos attaches en France. Française. Et même huguenote, alors, si je crois bien. Oui, du côté de ma famille paternelle, huguenote. Du côté de ma famille maternelle, plutôt blanc du Midi. Alors, vous pouvez nous parler un peu de cette branche huguenote dont on a déjà parlé Oui, mais une branche huguenote, c'était des huguenots du Rouergue, ceux qui étaient des terribles. Ils étaient avec Agrippa d'Aubigné. Mm-hmm. Et donc, ils ont quitté la France quand il a fallu quitter la France. Ils se sont installés en Suisse. Et ils sont installés dans la partie de la Suisse qui a été ensuite rattachée à la France sous les guerres de la Révolution. Et ils sont rentrés, donc, mon ancêtre direct est rentré donc, dans l'armée impériale. Et comme il était déjà très grand, dans la garde, dans la jaune garde. Et donc, il a tout fait. Il a fini à Waterloo, il était capitaine. Et donc, évidemment, cassé de son grade au moment de la Restauration, et rétabli en 1830, et il a fini comme colonel, commandant de la garnison à Bordeaux. Ça c'était ma branche, ça c'est la branche huguenote. Mais la branche catholique, les Blancs du Midi, mon arrière-grand-mère était une amie de Maurras, et la maison était au chemin de Paradis, à côté de la maison de Maurras, donc vous voyez, c'est une branche à la fois, j'allais dire, le national-syncrétisme. C'est-à-dire C'est-à-dire tout ce qui est national est vôtre. D'accord. Alors, quand est-ce que votre père donc est parti au Maroc ? Ah non, mon père était préparé Saint-Cyr et il était dans l'Afrique à ce moment-là. Et la guerre a éclaté, il n'a pas pu rejoindre Saint-Cyr. Et l'école navale qui était à Brest s'est repliée à Casablanca. Et mon père a passé le concours de l'école navale, il a réussi. Et donc, il est sorti de l'école navale de Casablanca en 1943. Et donc, dès le lendemain de la guerre, il a quitté la marine parce qu'il ne voulait pas rester dans la marine, ce qui était devenu. Et le Maroc ne l'avait plus, il s'est installé comme avocat à Meknès. D'accord. Et mes grands-parents avaient des propriétés dans
la région, etc. Donc moi j'ai passé toute mon enfance et début de mon adolescence à Meknès. Ah oui, donc vous avez des vrais souvenirs du Maroc alors. Oui. Ah bah oui, moi j'ai passé toute mon école primaire, toute mon école, et puis le lycée. J'ai fait la 6e, la 5e et le début de la 4e au Maroc, avant de rentrer en France, où mon père s'est installé comme avocat à Paris. Donc ça, c'est en quelle année ? Là, mon père a dû s'installer dans les années 58, 59, et moi je suis rentré fin 59, 60 à peu près, et au lycée Claude Bernard, juste en face de Radio Courtoisie, où j'ai fait un très bref passage. Avec une scolarité chaotique. Très chaotique. J'étais un très mauvais élève. D'accord. Parce que vous aviez toute cette liberté du Maroc et qui... Voilà, je me suis trouvé emprisonné. Bon, nous avons tous connu ça, tous les coloniaux. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser finalement donc spécifiquement à l'Afrique ? Parce que vous avez fait donc mon des droit. études d'histoire. J'ai commencé mon droit à Assas parce que mon père voulait que je prenne sa suite. Mon père avait un cabinet important au boulevard Saint-Germain. Il voulait que je prenne sa suite. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention d'être avocat. Je voulais repartir aux Afriques. Et donc, j'ai pu partir à l'époque du service militaire. Donc, je suis parti aux Afriques. Et j'ai fait toute ma carrière aux Afriques. Alors ça, c'est à quel âge ? C'est après le bac, donc ? Ah oui, enfin, après le droit, combien d'années de droit ? Bien tard, puisque je suis parti, j'avais déjà ma maîtrise, je suis parti à 25 ans. D'accord. 25, 26 ans. Et je suis resté, donc nous sommes en 73. Entre-temps, j'ai fait pas mal Vous avez fait mai 68 aussi, mais de l'autre côté, du côté. Là, j'ai fait beaucoup de choses, parce que j'étais le responsable du service d'ordre de l'Action française. On s'est beaucoup battu. Oui. Je le raconte dans mon livre, mai 68, vue d'en face. Aux éditions de la Nouvelle Librairie. Donc, moi, j'ai commencé la politique le jour du putsch des généraux, en avril. J'étais au lycée de Saint-Cloud à ce moment-là. Je n'étais pas vieux. Et donc, les professeurs, qui étaient déjà des professeurs cocos, ont mis le lycée en grève. Et moi, j'ai fait une contre-manifestation de soutien au putsch. Donc, je devais être en troisième à l'époque. Et j'ai commencé ma carrière politique. Et j'ai commencé à la FEN, à la Fédération des étudiants nationalistes. Et mon chef a été mis en prison pour OS. Et c'est à ce moment-là que je suis passé à l'Action française. Il y avait un petit groupe d'Action française sur place à Saint-Cloud. Et là, je suis passé à l'Action française. Et puis, j'ai fait donc... je suis resté à l'Action française jusqu'à mon départ en Afrique. Quasiment, presque. J'ai quitté l'Action française quand il y a eu la scission nafiste. Donc, d'un côté, la scission de gauche. De l'autre côté, les mollassons. Et moi, j'ai créé le CRON, le Comité royaliste pour un ordre nouveau, qui avait un acide intéressant, demi-fleur de lys, demi-croix celtique. Et là, nous avons participé aux bagarres du Palais des Sports, etc. Alors, pardon, je vous interromps, mais c'est une incroyable inspiration, parce que figurez-vous que moi, je fais partie de ceux qui ont créé les premiers blogs sur Internet en 2000, et nous avions créé un petit journal qu'on avait appelé l'Orphéon, et dont l'emblème était une demi-fleur de lys et une demi-croix celtique. Ah oui, ben voilà. Le CRON, j'ai créé... Les grands esprits se rencontrent. Moi, j'ai créé le CRON en 71, au moment où il y a eu la scission de la NAF, où sont partis avec moi tous les membres du service d'ordre de l'AF. Nous sommes partis à 80. Et là, nous avons créé une milice, un corps franc, un corps franc. Et nous avions notre permanence dans le hall d'Assas. Les camarades du GUD étaient à droite en rentrant, nous étions à gauche. Et je veux dire qu'on a tenu le quartier latin pendant plusieurs mois. D'accord. Alors, je fais peut-être un coq à l'âne, mais est-ce que c'est là que vous avez rencontré quelqu'un comme Dominique Vénère ou Philippe Conrad non, Dominique Vénère, oui, mais avant. Dominique Vénère, je l'ai rencontré en 64, mais nous n'étions pas dans les mêmes mouvements à l'époque. Nous n'étions pas dans les mêmes mouvements. Non, nous sommes devenus très, très amis avec Dominique plus tard, après mon retour d'Afrique. Mais là, on s'est croisés, bien entendu, au quartier latin. Je me souviens d'une bagarre un jour à l'Odéon, où eux et nous sommes fait massacrer par des centaines de gauchistes. Et avec Dominique, nous sommes réfugiés il y a un cinéma et un bar, on s'est réfugiés là-dedans. On a fait Cameroun dans le bar. Mais nous n'étions pas dans les mêmes mouvements à l'époque. D'accord. Nous étions très mousquetaires, eux étaient plus lansquenets. Vous voyez ce que je veux dire ? Je le vois très bien. Alors, on reviendra peut-être à Dominique Vénère tout à l'heure, parce que c'est quand même un pan important de votre vie. Oui, et lui, je crois que vous l'avez rencontré par la chasse. Quand vous parlez de Dominique Vénère dans ce studio, j'ai des frissons. Parce que j'ai fait pendant 10 ans l'émission du lundi soir, tous les mardis, une fois par mois ici, le Libre Journal des historiens. Et Dominique était installé en face,
Philippe Conrad était installé là, et nous avons fait l'émission pendant, je crois, 11 ans ici, dans ce studio. Donc ça évoque des souvenirs. Oui, alors ça, j'invite tous les auditeurs les plus jeunes à se rapprocher, à retrouver ces archives qui existent, qui sont disponibles sur le site de Radio Courtoisie, et puis les plus anciens vous ont déjà dans leurs souvenirs, mais voilà, rien ne les empêche d'aller réécouter ces très belles émissions. Et il faut retrouver l'émission avec Jean Mabir. Oui. Jean Mabir était là en face, nous avons fait une émission avec Jean Mabir, Dominique Vénère et Philippe Conrad, c'était une émission collector. On va s'efforcer de la retrouver. Alors, on reviendra justement à Dominique Vénère après, peut-être, et notamment on parlera de chasse avec vous, mais revenons donc aux Afriques. Là, vous partez, c'est au Rwanda ? Je pars en septembre 72 au Rwanda, et je reste jusqu'en août 83. D'accord, et là vous allez faire 2 thèses, je crois. 2 thèses, un 3e cycle. Et donc, comment vous entrez dans l'histoire, finalement ? Parce que comment vous passez du droit à l'histoire ? Eh bien, parce que je me retrouve habitant Saint-Cloud, et il y a l'automaticité des universités, et habitant Saint-Cloud, je ne peux plus rester à Assas, parce qu'on crée une nouvelle université à Nanterre, et tout l'ouest parisien, Saint-Cloud, Versailles, etc., passe sur Nanterre. Donc d'Assas, je passe à Nanterre. Mais je fais de l'histoire également. D'accord. L'histoire, parce que ce qui m'avait plu en droit, c'était l'histoire du droit. J'avais travaillé avec le professeur Le Marinier, l'immense, le géant, Le Marinier, qui m'avait même, j'avais même été répétiteur de TD pour Le Marinier à Assas. Et l'histoire du droit m'a beaucoup plu. Autant le droit civil, le droit fiscal me gonflait complètement, mais l'histoire du droit me plaisait, donc j'ai basculé sur l'histoire. D'accord. Et là, je dois dire que je n'ai pas eu besoin de travailler à Nanterre, parce que ma formation à l'Action française faisait que je connaissais tout. Parce que la formation intellectuelle qu'on nous donnait à l'époque à l'Action française faisait qu'on était parfait. Puis ce qui y avait de génial à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle continu. Le contrôle continu, c'est le truc pour les nuls. C'est-à-dire, on vous apprend toute votre vie à sauter du 20 cm, mais jamais à sauter 1 mètre. C'est le gros intérêt, quand il n'y avait pas le contrôle continu, c'est qu'on pouvait faire la fête, faire des bagarres, boire des coups toute l'année. 15 jours avant l'examen, on s'installait avec avec une thermos de café, on travaillait jour et nuit, puis on avait les concours. D'accord, sans rien oublier après. Voilà, ça c'était l'idée. Maintenant, tout est facile, c'est trop simple. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien. L'université est morte avec le contrôle continu. Oui, et puis avec le bac pour tous aussi, puisque ça a amené des bataillons de décérébrés complets. Alors ensuite, j'ai fait toute ma carrière universitaire, j'ai monté en grade, etc. Et quand, en 83, donc j'ai quitté... Vous avez vécu aussi des événements terribles au Rwanda. Alors je ne sais pas si c'était pendant cette période ou après. Non, c'est le premier génocide. Le génocide de février-mars 74. Oui. Et là, vous êtes réveillé dans votre dortoir, je crois. Non, je n'étais pas dortoir. J'avais une résidence avec. Non. Je suis rentré dans le dortoir pour sauver les filles qui se faisaient violer. Et oui, là, je dois dire que ça a été une nuit assez dure. Vous pouvez nous raconter cette histoire, Oui, mais il y a eu un massacre qui s'est passé à l'université. Moi, j'ai perdu la moitié de mes étudiants dans la nuit. Et donc, je suis monté. On avait ordre de ne pas y aller. Et comment vous saviez qu'il se passait quelque chose ? Il y avait du bruit tout cramé. Ah oui, d'accord. Ça pétait de tous les côtés. Et donc, je suis parti en pleine nuit avec un de mes voisins qui était mort de trouille. J'avais pris mon Colt et une carabine. J'ai vu qu'il avait tellement peur que je l'ai laissé dans la voiture, mais j'ai déchargé la carabine. Je me suis dit, il vaut mieux qu'il... Et je suis rentré dans la fac, et là, je suis allé sortir les filles Tutsis qui se faisaient massacrer et violer par les émeutiers, qui étaient mes propres étudiants. Et ça a été une nuit assez dure. Et donc, c'était mon premier massacre ethnique. C'est particulier. Et il y en a eu d'autres, donc ? Oui. Quand et où ? Dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Oui, j'en ai vu en Angola, j'en ai vu en Afrique du Sud, j'en ai vu... Dans combien de pays avez-vous voyagé en Afrique ? Il y a 2 pays que je ne connais pas en Afrique. Oui, le Libéria et la Sierra Leone. Ah oui. Je connais tous les autres pays d'Afrique. Alors, le Libéria, on en parlera, parce que dans votre livre, donc, quand les Africains colonisaient l'Afrique, il y a un chapitre dédié au Libéria, qui est quand même une histoire tout à fait gratinée. Donc on y reviendra, mais c'est... Non, mais je connais... C'est presque comme... J'ai séjourné dans tous les autres pays d'Afrique. D'accord. Voilà. Ouais. Non, mais je crois que... Ce qui fait un peu ma différence avec les pseudo-africanistes officiels, c'est qu'eux connaissent un confetti de l'Afrique. Ils connaissent un pays... Oui.
Et généralement, en plus, un petit domaine, c'est-à-dire la culture du mil dans... Voilà, la grève des dockers dans le port de Dakar en 1923. Et donc, moi, j'ai vraiment approfondi, parce que mon sujet de thèse, mon sujet de doctorat d'État, en 6 tomes, c'est entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda. J'explique comment le monde Tutsi et le monde Hutu avaient une perception de la société à travers ce thème. Donc quand je parle du Rwanda, je connais un peu. J'ai fait le seul doctorat d'État qui a été fait 6 tomes sur la question. C'est pour ça que j'ai été expert pour le tribunal pénal international. Donc moi j'ai une vision dans ma zone de recherche excessivement approfondie, mais je ne suis pas resté uniquement là-dedans. J'ai élargi. J'ai fait de très longs séjours en Afrique du Sud, bien sûr tout le Maghreb. Plusieurs livres, bien sûr, aussi bien sur l'Afrique du Sud que sur le Maghreb. J'ai fait une histoire de l'Égypte, une histoire de la Libye, une histoire de l'Algérie, 2 histoires du Maroc, une histoire de l'Afrique du Sud et des histoires de l'Afrique. Des histoires sur l'Afrique du Sud. Et chaque fois, parce que j'ai séjourné sur place. Je n'étais pas dans les Sofitel. Hein. Moi, j'ai ma Land Rover et je partais en brousse. Et c'est ce qui vous distingue peut-être justement de l'historien africaniste lambda, en fait, qui reste quand même avec sa perception, lui, très très franco-centrée, universaliste et finalement un peu coupé du terrain. Vous insistez par exemple beaucoup sur la notion sur la géographie. Et j'ai l'impression que c'est un champ qui échappe aujourd'hui à l'historiographie française. Ma formation est géographe. Ah, très bien. Et oui, à l'époque, encore un des grands atouts de l'université à l'époque. Parce que vous êtes aussi un cartographe. Ah oui. On le voit, il y a des cartes. Absolument magnifiques. J'ai suivi des cours de cartographie. Et vous êtes passé à la couleur, d'ailleurs, je le signale à nos auditeurs. C'était une de mes marques de fabrique, les cartes. À l'époque, on ne faisait pas une licence d'histoire ou de géographie. On faisait une licence d'histoire et de géographie. Il y avait une dominante 2 tiers. Histoire-géographie, ça veut dire 2 tiers histoire, 1 tiers géographie. Et géographie-histoire, 2 tiers, 1 tiers. Ce qui fait que nous avions une formation géographique. Non, c'est terminé. Ce qui était plus cohérent. Et alors, comment voulez-vous, quand vous arrivez dans un pays africain, si vous n'avez pas une vision géographique? Moi, j'ai toujours appliqué la méthode anglo-saxonne, the land and the people, la terre et les hommes. La terre et les hommes, avant toute chose, l'espace. Et sur cet espace, comment les hommes dans la société ont-ils vécu? Après, vous faites de l'histoire. Oui, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui vous distingue assez fondamentalement, j'ai l'impression, de l'école française, en tout cas. Attendez, je vous arrête. Il y a eu une école française, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a une immense école française qui a disparu dans les années 70. L'école française avait cette originalité, elle travaillait sur 2 points essentiels, la géographie et la longue durée. 2 éléments qui ont été abandonnés. Qui sont 2 de vos critères essentiels. Moi, c'est mes 2 critères. Moi, je suis un brodélien, un géographe brodélien. Mais alors aujourd'hui, justement, la notion de peuple, d'ethnie, d'homme semble totalement tabou. Pourquoi? Parce que les historiens ne font pas d'ethnographie. Ils ne sont pas ethnologues. Mais pourquoi ils ont peur? Notre formation à l'époque était une formation d'historien, certes, mais de géographe et d'ethnologue. Oui, parce que si on s'arrête à la frontière légale d'un pays d'Afrique, ça peut n'avoir aucun sens si ce sont des frontières coloniales qui ont séparé des peuples entiers entre eux. C'est pour ça que je ne parle jamais de l'Afrique, moi je parle des Afriques. Quel est le point commun au point de vue mentalité entre le Touareg, le Pygmée de la forêt, le Maasai ou l'habitant de la côte? Aucun. Ils sont bien plus différents qu'entre un Polonais et un Portugais. Parce que le Polonais et le Portugais sortent de la même matrice indo-européenne. Oui. Nous avons tous en commun l'art roman. Nous avons tous en commun cette matrice païenne et ensuite chrétienne qui vient se rajouter, qui fait qu'il y a une unité complète. Vous prenez un Portugais, au bout de 20 ans, il est intégré, le Polonais... Tandis qu'en Afrique, c'est totalement différent. Les populations ont des modes de vie complètement différents, des modes de culture. Il n'y a pas, si vous le voulez, contrairement aux rêves des afrocentristes, il n'y a pas de culture africaine. Il y a des cultures africaines. Et c'est là où les afrocentristes se trompent complètement. Parce qu'ils sont noirs, ils auraient la même culture. Alors ça, c'est aberrant. C'est un sujet extrêmement important. Et c'est là où j'aimerais qu'on y consacre un bon quart d'heure tout à l'heure. Et c'est là où Mélenchon va se planter. Eh bien, j'espère bien. Il va se planter. Mais ça, c'est très très important. J'aimerais beaucoup qu'on y revienne, parce que nous-mêmes, nous avons eu des soucis avec certains afrocentristes ou militants africanistes racistes anti-blancs, d'ailleurs on peut le dire, qui sont des émanations de LFI.
Et je pense qu'il est important de leur répondre. Alors, néanmoins, restons sur vous et votre parcours d'enseignant. Vous avez enseigné donc à l'université, vous étiez à Lyon 3. Lyon 3, j'ai été maître de conférence à Lyon 3. Vous avez enseigné à l'école de guerre. Oui, j'étais professeur à l'école de guerre, j'étais professeur à Saint-Cyr, j'ai enseigné à l'IHEDN, j'ai donné des cours au CHEM, j'ai beaucoup travaillé en milieu militaire. Et vous avez été aussi, donc, je le disais tout à l'heure, expert pour le tribunal pénal international, où d'un certain point de vue, vous enseignez une vision du Rwanda à des magistrats ou à un univers juridique. Alors, Alors là, c'est une expérience tout à fait extraordinaire, 10 ans. Oui. 10 ans, gros travail. J'étais expert pour les principaux procès militaires. Donc, je me suis retrouvé dans véritablement le volapuc du tribunal international, avec la mauvaise foi totale. Et je me suis retrouvé à étudier de l'intérieur la question du génocide, qui a eu lieu, bien sûr. Et j'ai réussi à démontrer que l'histoire officielle était fausse. C'est une des raisons pour lesquelles je suis très critiqué par tout le lobby gauchiste français qui a pris fait et cause pour le Rwanda du général Kagame. Attention, je ne critique absolument pas les Tutsis, hein, pas du tout. Moi, mes camarades Tutsis, moi, je les ai sortis du massacre à l'université en 1973. Donc, non, ce que je critique, c'est la fausse histoire qui a été imposée. Moi, je suis un historien, et quand on me dit que ça s'est passé comme ça, alors que ça ne s'est pas passé comme ça, je ne suis pas d'accord. Et au bout de 10 ans d'expertise, où j'ai publié quand même... Alors, tous mes rapports, c'est énorme comme travail. Pour chaque procès, c'était véritablement 1 an à 2 ans de travail. Parce que j'intervenais à la fin du procès. C'est-à-dire que quand toutes les audiences étaient terminées, quand tout avait... Par exemple, le dossier du colonel Bagosora a duré 8 ans, pendant 8 ans. Donc, à la fin, je dépouillais la totalité de ce qui s'était passé, et ma mission était de dire au procureur, monsieur le procureur, par rapport à votre acte d'accusation qui date d'il y a 10 ans, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Votre acte d'accusation ne tient plus la route. Et c'était passionnant, parce que j'ai tout refait, j'ai sorti toutes les archives, etc. Et je suis arrivé à une conclusion, qui est une conclusion fondamentale, qui est que le génocide du Rwanda a eu lieu, mais il n'était pas programmé. Et ça, c'est fondamental. Alors pourquoi a-t-il eu lieu ? Parce qu'il y avait un climat de guerre civile qui existait depuis 4 ans, et il y a eu un détonateur qui a été l'assassinat du président Hutu, qui a rendu complètement hystérique une partie des Hutus, qui sont bien massacrés d'une manière épouvantable, pas seulement les Tutsis, mais ceux des Hutus qui s'étaient ralliés aux Tutsis. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai démontré dans mes rapports. Alors, ces rapports, qui sont dans les archives du TPIR, pour éviter qu'ils soient complètement perdus, je les ai mis sur Internet. Et si vous voulez les avoir, c'est plusieurs centaines de pages sur Internet. Et en venant sur mon blog, vous pouvez les commander. Oui. Alors d'ailleurs, j'en profite pour signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous dirigez toujours l'Afrique réelle, qui a été une revue papier de très grande qualité et qui est désormais un site Internet. Vous envoyez, je crois, les numéros en PDF. En PDF tous les mois. Alors, vous allez fêter votre 200e numéro. Au mois d'août, le 200e numéro sur Internet. Oui. Mais il y a eu 10 ans auparavant... De revue papier. De revue papier. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire donc comment on s'abonne, à combien ça coûte ? Écoutez, c'est très simple. Il suffit de contacter mon blog, bernard-lugan.com, bernard-lugan.com, et l'abonnement, ou par chèque ou par PayPal, vous aurez tout expliqué. Et donc, le premier de chaque mois, vous recevez un PDF d'une 20aine de pages avec des études tout à fait... avec une approche... qui est une approche tout à fait, qui est la mienne, sur l'Afrique, avec cartes, etc. Là, le numéro qui est sorti ce mois-ci, c'est un numéro qui est consacré au christianisme en Afrique du Nord, avec son origine, le voyage du pape, et la question, avec la crise du pétrole, l'Afrique peut-elle remplacer le Moyen-Orient pour le gaz et pour le pétrole ? Et j'explique pourquoi non. D'accord. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans vos dossiers, c'est qu'ils ont
une durée de vie qui est énorme. C'est-à-dire ce ne sont pas du tout des choses périssables. On peut très bien les collectionner, on peut les garder et les compulser régulièrement pour... Oui, je vois régulièrement des abonnés qui les tirent sur papier et qui les font relier. Oui, ça ne m'étonne pas. Là, vous avez une banque de données qui est extraordinaire. Là, je viens de publier un communiqué sur le maire de Saint-Denis et sur les Soninké, parce que le maire de Saint-Denis, qui se revendique Soninké, est dans l'antiracisme, etc. J'explique quel est le lien entre les Soninké et l'esclavage traditionnel en Afrique de l'Ouest. C'est passionnant. C'est intéressant. Parce qu'en plus, les abonnés reçoivent des communiqués qui sont envoyés en plus. En fonction de la qualité, je fais un communiqué pour agrémenter et pour approfondir tel ou tel point. D'accord. Alors, je reviens à ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez enseigné donc, à des étudiants classiques, à des élèves d'école de guerre, et puis donc, d'un certain point de vue, enseigné à un monde de magistrats. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus intéressant, ou quelles sont les différences majeures entre ces trois publics ? Pour moi, le plus intéressant, c'était l'école de guerre. Oui. Alors à Saint-Cyr, c'était passionnant, mais ils sont des jeunes chiens pleins de sang. Ils sont pleins de fougue, mais ils ne connaissent pas. L'école de guerre, l'avantage, c'est que vous avez donc des officiers supérieurs qui ont bourlingué et qui vont devenir officiers d'état-major. Et quand j'avais en face de moi une promotion, tous avaient servi. Quand je leur parlais de la région des Trois Frontières, ils savaient ce que c'était. Oui. Quand je leur parlais de la passe Salvador, ils savaient ce que c'était. Donc, et là, ce qui m'a beaucoup plu à l'école de guerre, c'est qu'à la fin de chaque séminaire, j'apprenais des choses. Je ne faisais pas que leur apprendre, eux m'apprenaient également. Oui, et là, c'est extraordinaire. Par leur remontée du C'est une expérience. Mon expérience à l'école de guerre a été remarquable. Alors, je les revois tous. Ils sont tous chefs de corps maintenant. Ou même certains vont prendre leur retraite. C'était une expérience excessivement enrichissante. Parce qu'on parlait avec des gens de terrain. Pas avec les crétins, pas avec les buteurs de la sous-culture médiatique qui n'y connaissaient rien, qui ont des avis sur tout. Là, on parlait avec des gens qui avaient mis leur peau sur le terrain, qui avaient usé leurs rangers sur le terrain, qui savaient, quand on leur disait qu'un Bambara, c'est pas un Peul. Hein. Donc, tous les deux sont très estimables, mais on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même approche. C'est pas parce qu'ils sont noirs que ce sont les mêmes. Oui. Alors, vous avez été en France souvent attaqué. Dans le meilleur des cas, vous avez été qualifié d'historien contestable, etc. Alors que dans le monde anglo-saxon, au contraire, vous avez beaucoup de distinctions, d'honneurs. Alors comment vous expliquez cette différence d'accueil ? Nul n'est prophète dans son pays, mais quand même. Tout simplement parce que la France est le dernier pays communiste. Le seul pays dans lequel le communisme a réussi, c'est la France. Nous sommes un pays marxiste, avec des élites marxistes, avec des universités marxistes, avec un monde de la presse marxiste. Donc voilà, tandis que l'avantage du monde anglo-saxon, c'est qu'il y a, comment dirais-je, le réalisme. Il y a le réalisme. Mais, les anglo-saxons raisonnent comme les militaires. C'est-à-dire que si le militaire se trompe sur son analyse, il se fait flinguer. Et le chercheur anglo-saxon voit le résultat, il voit le réel. Il ne plaque pas son intuition ou son idéologie sur le réel, son a priori. C'est pour ça que moi j'ai toujours été très proche des anglo-saxons pour ça, très éloigné pour beaucoup de choses. Mais cet esprit du réalisme et de l'abandon de l'idéologie est quelque chose qui est tout à fait plaisant dans le monde anglo-saxon. Dans le monde anglo-saxon, à l'époque où je travaillais dans ce monde anglo-saxon, l'idéologie ne comptait pas, même si on avait des idées complètement différentes. Le réel, bon, ça c'est une table. Bon, c'est pas un fauteuil. Oui, alors, parlons de réel, justement. Donc on va aborder, avant de revenir peut-être après sur votre parcours militant, sur les à côté de votre vie, le duel ou des choses tout à fait sympathiques. Parlons donc de votre livre, donc Quand les Africains colonisaient l'Afrique. Donc là, c'est une expérience du réel également. Comment avez-vous eu l'idée de faire ce livre, en fait ? Est-ce que vous le mûrissiez depuis longtemps ? Est-ce que c'est le fruit de découvertes récentes ? Non, tout simplement parce qu'on nous parle de colonisation. Bon, on associe la colonisation et on associe l'esclavage aux Européens. Certes, l'Europe a colonisé. Certes, l'Europe a pratiqué la traite des esclaves. Et il a aboli l'esclavage aussi, l'Europe. Le seul continent qui a aboli l'esclavage. Ah oui. Moi, je trouve qu'on devrait nous élever les statuts. Oui. Parce que nous avons rendu abjecte une pratique qui semblait normale à tout le monde. Oui. Et
il n'y a que nous qu'on accuse. Oui. C'est quand même phénoménal, ça. Alors, quand vous pensez que l'ONU, et là, c'est le communiqué dont je vous parlais sur mon blog, j'ai fait un communiqué sur mon blog également sur l'ONU qui a criminalisé l'esclavage occidental. Tous les pays d'Afrique et d'Asie ont signé. Quand vous pensez qu'un pays comme la Mauritanie a signé cette condamnation de l'esclavage pratiqué par les Occidentaux, alors qu'il y a encore 2 à 3% d'esclaves en Mauritanie, même si l'esclavage a été aboli, mais je crois et qu'il y a même un parti anti-esclavagiste qui existe en Mauritanie et dont les responsables sont en tôle. Et si je ne me trompe pas, depuis la décolonisation, l'esclavage a été aboli en Mauritanie au moins 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. Ce qui veut dire qu'ils y mettent de la bonne volonté, mais que c'est quand même difficile. Ah oui, mais donc je vous dis, pourquoi associer colonisation à l'Europe, alors que l'Afrique n'a pas cessé d'être colonisée, avec une différence, c'est que la colonisation européenne a été très brève, elle a duré moins d'un siècle, et elle a abouti à quoi? À multiplier la population. Des hôpitaux, des routes, des maternités, des universités, des ponts, des usines, des ports, des aéroports, etc. Tandis que les colonisations internes de l'Afrique, c'était des grands remplacements. Car quand un peuple l'emportait sur un autre, il le massacrait. Bon, il gardait les femmes, il les engrossait pour faire des nouveaux sujets de l'ethnie conquérante, et pour le reste, il les massacrait et il prenait leur territoire. Donc, les colonisations africaines ont été des massacres et des grands remplacements, alors que la colonisation européenne a été la multiplication, et ça n'a pas été le grand remplacement. Oui. Puisque même en Algérie, les colons, entre guillemets, étaient 10% par rapport à la population. Les seuls leur démographie. Les seuls grands remplacements qui aient eu lieu, c'est en dehors de l'Afrique. C'est l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais pas en Afrique. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, pour renverser la perspective. Alors, donc j'ai repris... Alors, est-ce qu'il y a quelques grands exemples vous parlez notamment des grandes migrations, bantoues. Vous parlez également d'un personnage tout à fait fascinant qui est Samori. Oui. Oui, ben Samori, Rabat, les tout couleurs. Je pense qu'un des phénomènes qui est peut-être les plus intéressants, ce sont les conquêtes des Peuls dans tout le monde sahélien. Les conquêtes des Peuls qui sont faites aux dépens des peuples enracinés, qui ont été massacrés, qui ont été réduits en esclavage, etc., avec la constitution des grands émirats, l'émirat de Sokoto, avec l'empire d'El Hadjoba, etc. Et la colonisation s'est faite à libérer ces gens-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que la colonisation du monde sahélien s'est faite dans les années 1896-98, au moment où cette conquête esclavagiste des Peuls était en train de se terminer. Et la colonisation a sauvé les populations qui étaient subjuguées et elle leur a rendu la paix. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que avec l'indépendance, il y a eu un changement du rapport de force. Un changement du rapport de force parce que ceux que nous avions sauvés, étant les plus nombreux par la démocratie, ont été au pouvoir, alors que ceux qui les avaient subjugués, étant moins nombreux, sont trouvés minoritaires. Ce qui va expliquer les guerres du Sahel. C'est pas une affaire de religion. Vous voyez, c'est ce que j'expliquais à mes stagiaires à l'école de guerre. Les guerres du Sahel, ce n'était pas une affaire de religion. L'affaire du Mali, l'affaire du Niger, il y a eu une surinfection d'une plaie ethnique par un facteur religieux. Mais c'est une plaie ethnique qui existe depuis le néolithique, bien avant l'islam, bien avant le christianisme. L'islam, dans ces régions, est très récent. L'islam date du XVIIe, du XVIIIe, et le christianisme, la fin du XIXe, début du XXe. Donc, il y a toujours ce tropisme qui fait que quand le sage montre la lune... L'idiot regarde le doigt. Non, c'est une question de position entre des grandes cultures sédentaires, des cultures nomades, avec une opposition qui dure, et ce que je montre dans mon livre, depuis le néolithique. Et là-dessus vient se graver, à l'époque contemporaine, vient se graver une affaire religieuse. Mais ils sont tous musulmans. Quel est le fond du problème? Ils sont tous musulmans. Alors parce que l'un veut le voile un peu plus haut, le voile un peu plus bas que le bas, mais non, la question n'est pas là. Imaginons que demain, tous ces mouvements islamistes du Sahel disparaissent. L'opposition entre les Touaregs et les Bambara sera toujours là. Donc là, nous avons la longue durée. Là, nous avons le substrat. Et le reste, c'est de l'histoire pour les journalistes occidentaux. Alors, il y a une autre histoire. Il y a 13 chapitres dans cet ouvrage. Donc, quand les Africains colonisaient l'Afrique, aux éditions du Rocher. Moi, il y en a un qui m'a
fasciné et dont je connaissais l'histoire, pour le coup, l'ayant apprise moi-même à l'université, c'est celle du Libéria, que je trouve cocasse. Ah oui, alors l'histoire du Libéria, c'est la preuve comment dirais-je, de la fausseté de l'idéologie afrocentriste qui prétend que il y a une culture africaine et tous les Africains sont frères. Le Libéria, c'est un pays qui est colonisé par d'anciens esclaves. Ce sont des affranchis de l'Amérique. Les bonnes âmes philanthropiques qui vont essayer de créer des noyaux de populations noires chrétiennes qui allaient permettre, par l'osmose, d'évangéliser les masses africaines. Or, dès que ces esclaves sont arrivés, ils se sont comportés en colons. C'est-à-dire qu'ils ont réduit en esclavage les populations indigènes, d'où le soulèvement des populations indigènes. Donc c'est crucial ce que vous venez de dire. Mais c'est crucial. D'anciens esclaves ont instauré, c'est leur première démarche, ont instauré l'esclavage. Et notamment, si j'ai bien suivi, parce que les esclaves arrivant d'Amérique étaient habillés à l'européenne avec des chapeaux de forme, et alors, les autres, ils ont découvert des sauvages complets, et ils se sont dit, c'est pas possible, ce ne sont pas des noirs comme nous, et donc, boum, on les... Alors, eux s'appellent les honorables. Nous sommes les honorables, et ils vont singer les modes de vie anglo-saxons, avec les chapeaux de forme, etc., et ils vont complètement coloniser, mais dans le sens péjoratif du terme. Et ils vont une ségrégation à telle enseigne que la Société des Nations, entre les deux guerres, va mettre en demeure le gouvernement du Libéria, qui est un pays indépendant, si bien nommé, de cesser cet esclavage, cette mise. Et ceci va durer jusque dans les années 80, quand les anciens... Enfin, les indigènes, ce sont les crânes, les crous, ce sont des crous, c'est des populations de la forêt, qui sont des gens durs, vont se révolter, vont massacrer les honorables, ils vont les fusiller sur la plage, etc. Le président Tolbert et tous ces ministres qui sont les honorables vont être massacrés, et là va commencer la terrible guerre civile entre ethnies africaines, entre eux. Mais l'exemple du Libéria, c'est un exemple topique. Alors quand les afrocentristes vous disent « oui, il y a une unité africaine parce que la couleur fait... » Pas du tout. Le Libéria est l'exemple contraire qui vient complètement infirmer ce postulat. Et même l'esclavage en général, parce que si je me souviens bien de mes propres cours d'histoire, lorsque les Européens ont aboli l'esclavage, les tribus africaines de la côte étaient tout à fait hostiles à cette démarche, et il a fallu les faire commercialiser l'huile de palme pour remplacer la main-d'œuvre servile. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Et parmi les grandes révoltes de l'Afrique de l'Est, par exemple, les révoltes des populations, des groupes, des ethnies noires esclavagistes qui travaillaient avec les arabo-musulmans et qui ont perdu leur gagne-pain du jour au lendemain et qui vont se soulever contre les Allemands au Tanganyika. La révolte des Maji-Maji, c'est cela. La révolte de Rabat dans le Haut-Nil, c'est cela. Quand les Européens sont envoyés par le Khedive d'Égypte pour mettre un terme à l'esclavage, les esclavagistes vont se révolter. Et ça va être la même chose en Afrique de l'Ouest. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette affaire, c'est de voir que la traite des Noirs n'a existé que parce que ce sont des Noirs qui fournissaient d'autres Noirs aux Européens. Comme le disait Brodel, la traite n'est pas une invention diabolique des Européens. Elle a toujours existé, ce que j'explique dans mon livre. Et avec la traite interafricaine. Les peuples africains esclavagistes vont devenir les partenaires des Européens. Les Européens ne capturent pas les esclaves. Ce sont les Africains qui capturent les esclaves. Les Européens ne vont pas s'enfoncer au fond de l'Afrique inconnue avec les maladies, les endémies, etc. Ils attendent sur les bateaux que leurs partenaires africains viennent leur livrer. Oui, mais ne serait-ce que pour des raisons très pratiques, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec un bateau qui fait, 30 ou 60 tonneaux, donc il y a un équipage d'une trentaine ou quarantaine de personnes maximum. Ils ont des armes qui tirent à un coup et qu'on met 1 minute pour recharger par la gueule du canon. Pas du tout des armes à répétition. Donc si on s'enfonce en territoire africain, on est zigouillé par la moindre tribu qui lance 5 flèches à la minute. Tout à fait. Par exemple, la conquête des Amériques, on sort du sujet Afrique. Alors, Pizarre et Cortés n'ont jamais conquis avec les armes à feu. L'humidité est telle que la poudre ne marchait pas. C'est l'acier de Tolède et la vigueur des hommes qui a fait ça. Et les alliances indiennes.
Absolument. Et les tribus indiennes avec la Malinche qui ne voulaient pas être réduites en esclavage par les Incas, par les Aztèques, etc., qui ont fourni, comme nous, les tirailleurs. Oui. Les Bambaras. Pourquoi les premiers tirailleurs sont des Bambaras? Parce que les Bambaras sont les derniers peuples païens qui résistaient à la conquête esclavagiste islamiste des Peuls. Et lorsque la colonisation arrive, la conquête vient juste de se terminer. Donc les Bambaras vont immédiatement s'engager dans l'armée française pour aller flinguer El Hadj Omar, et ses successeurs. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. J'ai une question naïve, Bernard Legan. Donc, dans ce livre, donc, quand les Africains colonisaient l'Afrique au rocher, une question naïve peut-être. Ce que vous évoquez là, ce sont des faits. C'est-à-dire, ce sont des faits, c'est établi. Tout le monde, n'importe qui étudiant le sujet peut être au courant. Comment expliquer que les historiens français nient cela ou l'éludent? En fait, c'est incroyable. Ils sont peureux. Mais c'est fou. Soit ils sont en dimitude, soit ils le savent. Mais moi, je vois mes collègues. Moi, j'ai siégé au CNU, qui était le sein du sein qui gérait les carrières universitaires. J'étais 4 ans membre du CNU. J'ai démissionné. C'est quoi le CNU? Le Conseil national des universités, qui gérait les carrières. J'en ai démissionné quand il y a eu l'affaire Boudarel. Boudarel, donc ce communiste. Quand j'ai eu la preuve. Qui dirigeait un camp de concentration vietnamien, enfin Viet Minh, et qui a eu un poste à la Sorbonne en revenant. Non, pas à la Sorbonne, à Paris, dans la banlieue. Et donc, il avait une agrégation de philosophie, et on lui a donné un poste d'histoire. Et quand j'ai fouillé dans les papiers, pour voir comment c'était passé, j'ai vu que des professeurs que je respectais beaucoup avaient fait cette ignominie. Et là, j'ai fait une tribune libre dans le Figaro, et j'ai dit pourquoi je quitte le CNU, et j'ai démissionné du CNU. Donc, je connais bien ce genre de choses. Donc, ces collègues avec lesquels je siégeais tous les jours, quand on discutait, ils savaient très bien. Oui. Mais Ducamp, vous avez le courage de dire tout ça? Eh oui, leurs belles carrières. Mais c'est tellement extraordinaire que ma chaire d'histoire de l'Afrique était créée donc, à Lyon. Ils ont réussi, pour pas que je l'aie, à la donner à une spécialiste des jardins en Bourgogne au XVIIe siècle, sur un poste histoire de l'Afrique à l'époque moderne et contemporaine. C'est pour dire ce que l'université française est capable de faire. Ah oui, ils sont merveilleux. La lâcheté. Je pense que j'ai vu beaucoup de diplomates lâches. Je ne parle pas des journalistes, c'est plutôt des véreux pour la plupart, mais les universitaires, alors là, les carpettes. Ils s'étonnent aujourd'hui. Mais je me réjouis tous les jours quand je les vois se faire jeter des amphis. Ils ont rampé. Aujourd'hui, moi, dans mon amphi, on ne me jetait pas de mon amphi. Hein. Quand j'étais prof, dans mon amphi, il y avait de la discipline. On arrivait à l'heure, on partait à l'heure, et on la bouclait pendant que je parlais. Ils ont été tellement démagogues, mais bien fait pour eux. Ah oui, là, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Tout comme les maires socialistes qui se font chasser des mairies quand les filles l'emportent. Vieux proverbe, à force de pisser contre le sirocco, on finit par se mouiller les babouches. Ça, c'est joli. Alors justement, après vous revenez donc en France, et là vous reprenez donc une activité d'enseignant, mais aussi une activité militante, et puis vous arrivez... politique, enfin peut-être pas politicienne, mais en tout cas, vous êtes à Radio Courtoisie. Ah oui, mais c'est pas politique. Moi j'ai arrêté l'activité militante, qui a été très vous avez quitté l'Action française. J'ai arrêté en 72. Oui. Voilà. Et depuis, je n'ai plus été adhérent dans aucun parti. Même si j'ai eu mes amitiés un peu partout, mais non, je n'ai jamais milité. On m'a proposé combien de fois, notamment dans un parti que j'aime beaucoup, mais non, je refusais. D'accord, c'est pas mon truc. Vous faites ce qu'on pourrait appeler de la métapolitique. Voilà. Et donc notamment au micro de Radio Courtoisie. Ah oui. Et vous avez retrouvé donc Dominique Vénère, si je me souviens bien, au cours d'une chasse. Ah oui, comment ça s'est passé alors? On se connaissait bien, on se connaissait avec Dominique, mais on ne partageait pas encore la totale. Nous nous sommes découverts lors d'une chasse à Chambord, chasse présidentielle, et nous logions tous les deux un petit hôtel qui était en face du château de Chambord, qui a été rasé maintenant, il y a un hôtel grand luxe. Et cette nuit-là, j'avais une crise de malaria, et je la soignais au whisky. Et j'ai découvert que Dom était un grand amateur de whisky aussi.
Alors, en fatiguant beaucoup la cave de whisky du restaurant, nous ne sommes pas couchés de la nuit. On a chassé toute la journée du lendemain. Et là, nous sommes vraiment rentrés avec Dominique. On a rendu compte que nous étions de la même matrice. Et ma grande amitié, plus que de l'amitié avec Dom, date de là. D'accord. Et donc, c'est une amitié qui a duré donc jusqu'à un quart d'heure de sa mort. D'accord. Ouais. Et parce qu'avec lui, donc, vous avez animé cette émission à Radio Courtoisie, le libre journal des historiens. C'est-à-dire que j'animais au départ, je remplaçais Serge de Beketch quand il était malade. Ce grand camarade, ce grand ami qui était Serge, avait une santé un peu fragile, et quand il était fatigué, malade, il me demandait de le remplacer. Donc je l'ai remplacé. Ensuite, je lui ai succédé. Et j'étais le patron d'émission du Libre Journal des Historiens du lundi. Et j'ai fait venir avec moi Philippe Conrad. Et ensuite, j'ai fait venir Dominique Vénère. Donc, on peut dire qu'avec Dominique Vénère, nous avons fait 8 ou 9 ans, et Philippe Conrad, d'émission. Et moi, j'étais patron pendant 10 ou 11 ans. À un an près. C'était la grande époque de... C'était pas les studios d'aujourd'hui. Non. Il n'y avait pas encore l'image, oui. Je me souviens d'émissions ici où les gens fumaient dans ce studio. C'était intenable. Les émissions de ce cher Pierre de Villemarais, c'était affreux. Fumer au plafond. C'était affreux. D'accord. Et alors, Dominique Vénère vous a aussi chargé de fonder l'Institut Iliade. Oui, nous avons fondé à Troyes. Nous avons fondé à Troyes avec Philippe Conrad et Jean-Yves Le Gallou. Oui, parce que vous revenez très peu à Paris, mais notamment chaque année pour parler à l'Institut Iliade. Voilà, absolument. D'accord. Et alors mais nous avons laissé la main aux jeunes. Nous avons créé... Romain Petitjean notamment. Voilà, nous avons créé, mais si vous voulez, la formation, qui est une formation, notamment Europe Jeunesse, une formation où, entre guillemets, on ne joue pas au vieux con. Il y a un moment, nous sommes bien sûr toujours là si on a besoin de nous, mais il faut laisser les jeunes, les générations, il faut pas les brider. Il faut les guider. Il faut éventuellement, si on nous le demande, donner des conseils. Si quelque chose d'inacceptable pouvait advenir, à la limite le dire, ce qui n'est pas le cas, mais leur laisser. Et c'est la grande force, laisser les générations, et non pas comme... souvent, dans certains mouvements que nous connaissons chez nous, où les gens meurent à la tâche. Non, il ne faut pas faire ça. Oui, non, ça n'est bon. On perd le contact avec les jeunes, on perd le contact avec la réalité, on se fossilise. Il faut laisser la jeunesse... Et on ne se rend pas service à soi-même, puisque à la fin, on est quand même diminué, et ça se voit. Alors, j'aimerais aussi que l'on... Il ne faut surtout pas se répéter. Évitons, oui, c'est vrai. Là, justement, ne nous répétons pas. Il reste un chapitre que j'aurais vraiment... aimé évoquer avec vous, Bernard Lugan, donc, ce sont les questions afrocentristes, parce qu'on les voit surgir, on les voit se développer, on les voit prendre de la crédibilité, alors que ce sont objectivement des choses qui me semblent à moi complètement délirantes. On a entendu parler, donc vous l'aviez déjà traité il y a très longtemps, les questions de la Vénus noire, les questions de Cléopâtre. Dans ma revue, dans l'Afrique réelle, régulièrement, je fais des mises au point régulièrement. Une des dernières mises au point, c'était sur... la soi-disant découverte de l'Amérique par les Maliens. Ça, c'est fantastique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui. Alors, donc, la découverte... 2000 pirogues seraient parties du littoral du Sénégal, plein ouest. Des pirogues sans quilles. Sans quilles. Sans quilles et sans voile. Donc, et non pas à la rame, à la pagaie. Elles seraient parties en ligne droite. Elles auraient déjà évité les îles du Cap-Vert. Les îles du Cap-Vert qui sont à 200 km du littoral, plein ouest. Elles seraient arrivées directement aux Antilles, et là, plus avisées que Christophe Colomb, elles seraient allées directement au Yucatan. Et là, au Yucatan, les Mayas, c'est merveilleux, on aurait fait leur chef, ou les Olmecs. Oui, parce que ça ne s'arrête pas là. Mais plus intéressant, ils seraient revenus, toujours à la pirogue, à la rame, à la pagaie, contre le Gulf Stream. Parce que si, à la limite, il y avait un courant dérivant, ils sont arrivés en Irlande. Je pense que 2000 pirogues peuplées par des Maliens en Irlande au XIIIe siècle auraient laissé au moins dans les rubriques... au moins un récit. au moins un récit. Non, mais nous sommes dans la plaisanterie la plus totale. Alors, on en parle aussi... donc, mes collègues
mexicains et autres ont fait des recherches. Et ils ont dit, alors, on va essayer de prendre au sérieux cette... Donc, ils ont fait des recherches dans tous les sites pour voir s'il y avait des traces précolombiennes, africaines. Rien du tout. Donc, nous sommes, c'est une légende, et le problème des afrocentristes, c'est qu'ils confondent légende et histoire. Il n'y a pas besoin de sourcer. Alors, comme vous n'avez pas besoin de sourcer, c'est comme le rappeur qui raconte que les pyramides, en fait, étaient des centrales nucléaires. C'était un des points que je voulais voir avec vous. Est-il vrai, Bernard Lugan, qu'on avait l'électricité dans les pyramides avant la colonisation de ces salles blancs, et qu'on a coupé l'EDF, l'électricité? Bien sûr, il y avait tout. Il y avait l'eau courante. D'ailleurs, il y avait l'eau courante, il y avait l'eau chaude, l'eau froide, il y avait les antibiotiques, il y avait tout, bien sûr. Non, mais nous avons tous adopté. Oui. Et dans les pays du Sahel, il n'y a même pas l'usage de la roue en Afrique. Même pas l'usage de la roue. Même pas la poulie pour les puits. Ouais. Alors, il y a un autre point qui est peut-être un peu moins caricatural. C'est une histoire, et là, qu'ils ont l'air de prendre très au sérieux, qui est l'histoire d'une sorte de grande muraille, supérieure à la muraille de Chine, mais au Bénin, et que les Blancs auraient délibérément saboté, et ils en auraient effacé la mémoire. Mais heureusement, il en reste des vestiges. Est-ce que vous connaissez cette histoire et oui, bien sûr. On peut en dire? Bien sûr, mais il y a parce que ça, ils ont l'air de vraiment le prendre au sérieux. Non, mais de toute façon... Et ça peut être crédible pour quelqu'un qui... Non, mais si vous voulez, le problème des afrocentristes, c'est que ils transforment la légende en fait historique. Mais aussi en instrument politique, voire en réclamation sonnante et trébuchante. Parce que absolument. La finalité du problème est là, C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, et c'est pour ça que j'ai un prochain livre, je ne vous donne pas le titre, parce que je ne voudrais pas qu'on me pique le titre, qui va sortir chez Ellipse dans quelques mois, où je traite vraiment cette question, les fables de l'afrocentrisme. Et j'explique la démarche ascientifique. Les afrocentristes revendiquent une approche ascientifique. Pourquoi ? Ils la revendiquent ? Bien sûr, parce que la science, c'est une invention du blanc. Ah oui, c'est très woke. C'est cette façon de dire que c'est comme les mathématiques. Ils ont inventé les mathématiques souples. Où on se dit que 2 plus 2 égale 4. Mais si on accepte le postulat que 2 plus 2 égale 4, c'est qu'on est colonisé. La domination, effectivement. C'est la domination blanc, phallocratique, etc. Pas phallocratique, parce que les Noirs, les Africains, eux respectent les traditions phallocratiques. C'est un des grands côtés que j'aime beaucoup en Afrique. Ce ne sont pas des LGBT en Afrique. Parce que eux... Pour la morale de tous les jours, c'est la morale naturelle. Mais ça, si vous voulez, c'est des intellectuels. Alors, qui véhicule ça chez les Africains ? Non pas les Africains d'Afrique, mais les Africains qui ont été formés dans nos universités et qui ont été complètement déformés dans nos universités. Et pour eux, la rigueur scientifique, ça ne veut rien dire, puisque le système de rigueur scientifique prouve que l'on accepte la mentalité, la réflexion et la philosophie du blanc. Donc du colon. Le blanc, c'est le colon. Donc on parle sur deux choses. Il n'y a pas de dialogue possible. Pour dialoguer, il faut au moins être d'accord sur un certain nombre d'éléments. Si demain, je suis en face de vous et que vous me dites « cette table n'est pas une table, c'est un vélo », on ne peut pas discuter. Vous êtes d'accord ? Et ils vont me dire, vous refusez le dialogue, parce que vous avez peur de reconnaître que c'est un vélo. Je dis non, c'est pas un vélo, c'est une table. Donc nous sommes dans l'incommunicabilité la plus totale. C'est exactement le problème des relations que nous avons avec l'Algérie, quand ces crétins de gouvernants français proposent une approche de mémoire apaisée avec des gens qui ont tout le contraire de l'apaisement. Pour eux, l'histoire n'est pas une histoire scientifique, c'est un moyen de vengeance ou d'affirmation. Donc comment voulez-vous, nous qui sommes des scientifiques, comment voulez-vous que nous puissions discuter avec des gens qui, eux, refusent complètement les éléments scientifiques ? Donc c'est la distinction entre la démarche scientifique et le fameux roman national qui valorise un certain nombre d'épopées. Ah non, mais le roman national, par exemple, français... part de choses vraies. De choses vraies. Et le roman national français n'est jamais parti sur Vercingétorix à débarquer sur la Lune. C'est vrai. L'africanisme, c'est ça. Regardez, Vercingétorix. Pourquoi les Gaulois avaient-ils peur que le ciel leur tombe sur la tête ? C'est parce qu'ils avaient des colonies sur la Lune. À l'époque où la Lune était prospère, il y a eu un cataclysme, ils se sont repliés sur la Terre, et c'est pour ça. Voilà type même de discours afrocentriste.
Ils ont inventé un mythe, d'ailleurs, qui est le Wakanda. Vous connaissez ça? C'est toujours la même chose. On est toujours dans la folie. Non, bien sûr. Ouais. Alors, la question, c'est pourquoi, là, vous venez de nous expliquer pourquoi les Africains, les historiens africains éventuellement font cela et comment ils le font. Mais pas les historiens africains. Enfin, ceux qui sont revenus... Moi, j'ai des très bons collègues africains qui ont travaillé sur la traite, etc., et qui me disent, mais vraiment, vous les Blancs, là vraiment, vous gaspillez votre histoire. Mais c'était la finalité de la question. En tout cas, certains Africains, donc formés en Europe et revenus chez eux, instrumentalisent à des fins politiques... Ou même pas revenus chez eux, qui sont profs dans les universités françaises. Oui, c'est quand même plus intéressant d'être prof... à Paris, oui. Que d'être prof dans une université au fin fond de la Tanzanie, au fin fond de la Tanzanie ou au fin fond du Tchad. Hein. Alors, j'en reviens quand même à la question. C'est comme les médecins. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant d'y croire? Enfin, pas vous et moi, mais... Mais tout simplement parce que nous vivons avec les pieds en dedans, parce que l'esprit gauchiste a conquis complètement nos sphères intellectuelles, et parce que ceux qui savent sont lâches. Ils sont lâches. Leur carrière est morte. Leur carrière est fichue. Si jamais ils affirment, ils sont fichus. Ils peuvent aller pointer à la NPE. Oui, c'est effrayant. Non, nous vivons... non, c'est pour ça que moi je dis depuis des années, ça fait des années que je le dis, il faut laisser mourir l'université. Il faut faire comme faisaient les rois de France. Et peut-être faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire quitter le pays pratiquement et trouver des démarches puis travailler scientifiques ailleurs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des moyens alternatifs qui m'ont permis, par ma plume, par mes écrits, etc., de ne pas dépendre de ce métier-là. Mais mes collègues qui n'ont que ça sont obligés de se soumettre. Sinon, c'est le chômage pour eux. C'est le chômage. Comment ? Ils savent. Ils le savent. D'accord. Ils le savent. Donc, ils rampent. Eh bien, c'est dramatique. Ouais. Et alors, en histoire africaine, non, pardon. Alors, en histoire africaine, c'est encore pire, parce que là, c'est l'endogamie gauchiste. C'est l'endogamie. Ils recrutent qu'entre eux, et avec certaines écuries. C'est pour ça qu'il faut faire comme faisaient les rois de France. Je crois qu'il faut laisser mourir l'université et laisser se développer. Mais ça, le jacobinisme et la République nous interdisent de le faire, et laisser se développer à côté des universités privées. Un peu ce qui se fait en Vendée, à La Roche-sur-Yon, etc. Ça, c'est formidable. Là, vous avez des gens de qualité. Ouais. Ou l'ICEP avec Mario Maréchal. Voilà. Il faut que ce soit payant. Ouais. Il faut que ce soit payant. Les étudiants, tant pis, mon vieux, vous empruntez. Vous empruntez, ils vous rembourserez ensuite. Alors, donc, ça vous oblige à faire des bons... Vous n'allez pas faire de la sociologie, la psycho, vous n'aurez pas de métier. Ouais. Vous allez faire des bonnes filières, vous aurez un métier et vous rembourserez votre prêt. Et comme vous avez emprunté pour faire vos études, vous allez être très exigeant sur le prof. Le prof qui ne fait pas ses cours ou qui glande, il sera viré. Il faut noter les professeurs. Moi, j'ai toujours été pour la notation des professeurs. Il faut noter les professeurs. L'universitaire n'est pas noté. Ils font rien, ils sont tranquilles. Pas notés, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas notés. Il faut de la compétition, de la privatisation, et il ne faut garder comme université d'État que des départements qui ne peuvent pas trouver de financement privé, par exemple pour les beaux-arts, pour certaines l'archéologie très pointue, pour les lettres savantes. Là, c'est important que l'État paie, parce que le privé ne va jamais subventionner cela. Mais pour tout le reste, du privé. Et laisser mourir les universités, comme aux États-Unis. Les universités officielles, ce sont des mouroirs sociaux, et les gens vont dans des universités privées. Oui, et puis de toute façon, les étudiants qui sortent de là-bas ne trouvent plus de boulot, parce qu'à un moment, avant, on avait le bac comme sas de passage, maintenant c'est l'université, voilà. mais maintenant c'est aussi le marché du travail. Et quand les gens arrivent sur le marché du travail et s'ils ne font pas l'affaire, eh bien on les vire. La sélection, il faut revenir à la sélection. Et puis, alors, si vous voulez, moi je suis très optimiste avec l'IA. Très, très optimiste. Parce que l'IA va permettre à mettre devant le réel tous ces cols blancs qui ne servent à rien et qui auraient fait de très bons métiers s'ils avaient fait des écoles professionnelles. Des bons métiers de menuisier, de forgeron, de charcutier, etc. Et là, ils sont surnuméraires, sous-numéraires dans des entreprises. Tous ces gens-là vont disparaître. Et pour bouffer, il faudra qu'ils aient un métier. On va revenir au vrai travail. Grâce à l'IA, on va rétablir le vrai travail manuel, le travail noble.
On crée quelque chose, ou l'artisan crée quelque chose. Et bien sur ces fortes paroles, Bernard Lugan, merci. Nous arrivons au terme de notre entretien. Donc je rappelle que vous publiez Quand les Africains colonisaient l'Afrique, donc aux éditions du Rocher, 13 chapitres sur un ensemble d'éléments qui démontrent que la colonisation européenne est arrivée bien après un phénomène de colonisation interne, et qui montre également que la colonisation européenne n'a été qu'une parenthèse dans une longue durée, et plutôt une parenthèse dont nous pouvons, nous, Européens, être assez fiers, finalement. C'est-à-dire, je pense pas qu'il faut avoir honte. Nous nous sommes ruinés. Oui. Nous nous sommes ruinés en Afrique. Nous avons fait du bien, et on nous remercie assez mal, finalement. Et les longues logiques ont repris, puisque l'esclavage s'est rétabli, les conflits ethniques ont repris, et nous en sommes actuellement à ce stade en Afrique aujourd'hui comme avant. Et vous êtes également donc l'éditeur, l'auteur, le réalisateur donc de la revue L'Afrique réelle. C'est une revue mensuelle que les abonnés reçoivent tous les premiers du mois par PDF qu'on peut imprimer. Et les abonnés reçoivent en plus des communiqués en fonction de l'actualité. Voilà, et donc l'adresse c'est contact@bernard-lugan.com et vous recevez donc le magazine tous les mois. Oui, Bernard-lugan.com suffit. Très bien. Vous allez sur mon site. Et pour la modique somme finalement de 60 € par an. Ouais. Merci beaucoup chers auditeurs, et je vous dis, cher Bernard, à bientôt j'espère. J'espère qu'on vous reverra bientôt, donc soit dans le studio, soit par la magie de Zoom, qui, grâce à l'électricité inventée par les Africains, nous permet de nous retrouver régulièrement. Parfait. Merci. À bientôt.